15 juin 1943. Un rapport de renseignement classifié atterrit sur le bureau du général Henry Ap Arnold au quartier général de l'Army Air Force à Washington. Les photographies étaient granuleuses, prises à très longue distance, mais leurs implications étaient d'une clarté cristalline. Les ingénieurs allemands avaient fait l'impossible. Le Messerschmitt Me-262, un chasseur à réaction capable de 870 km/h, avait effectué des vols d'essai concluants. Il était 160 km/h plus rapide que n'importe quel chasseur américain en production. Arnold étudia les photographies avec une alarme croissante. Les pilotes américains mouraient dans des avions qui ne pouvaient pas dépasser 720 km/h. Les chasseurs à réaction allemands les massacreraient. Les renseignements estimaient que le Me-262 pourrait entrer en opération de combat dans les 12 mois. Les États-Unis n'avaient aucun chasseur à réaction, aucun programme de chasseur à réaction, aucune conception de chasseur à réaction, rien. Arnold décrocha son téléphone et appela Wright Field dans l'Ohio. « Trouvez-moi quelqu'un qui peut construire un chasseur à réaction. Nous avons 6 mois, peut-être moins. » La réponse fut directe. « Mon général, nous n'avons pas la technologie de moteur à réaction. Nous avons des années de retard sur l'Allemagne. Concevoir et construire un chasseur à réaction à partir de zéro prendrait au moins 3 ans. C'est impossible. » La réponse d'Arnold deviendrait légendaire. « Alors trouvez-moi quelqu'un qui ne sait pas que c'est impossible. » Ce qu'Arnold ignorait, c'est qu'à 5000 km de là, à Burbank, en Californie, un ingénieur de 33 ans nommé Clarence Kelly Johnson avait déjà esquissé des conceptions préliminaires pour un chasseur à réaction dans son carnet personnel. Des créations réalisées entièrement sans autorisation, sans financement et en violation directe des ordres du département de la guerre interdisant explicitement à Lockheed de poursuivre la technologie des réacteurs. Mais en 143 jours, les travaux de conception illégaux de Kelly Johnson produiraient le XP-80 Shooting Star, le premier chasseur à réaction opérationnel américain. Il arriverait 7 jours avant une date limite, jugée impossible, et établirait des principes d'innovation rapide qui définiraient l'ingénierie aérospatiale américaine pour les 80 années suivantes. Kelly Johnson grandit à Ishpeming, dans le Michigan, le 7e de 9 enfants dans une famille d'immigrants suédois, survivant avec le salaire des mines de fer. La famille était si pauvre que Kelly allait souvent à l'école sans chaussures, même en hiver. Mais Johnson possédait quelque chose qui transcendait la pauvreté. Une capacité quasi surnaturelle à visualiser l'écoulement de l'air, les contraintes structurelles et les systèmes mécaniques en 3 dimensions. À l'Université du Michigan, en 1932, Lockheed apporta son nouveau modèle 10 Electra pour des essais en soufflerie. Les tests révélèrent de graves problèmes de stabilité. Kelly Johnson, encore étudiant, examina les données pendant 3 jours, puis soumit un rapport non sollicité identifiant la source exacte du problème. La configuration à double dérive créait des modèles d'interférences destructeurs. Il recommanda une refonte complète. L'aérodynamicien en chef de Lockheed rejeta d'abord le rapport. Qui était cet étudiant ? Mais des tests ultérieurs prouvèrent que Johnson avait parfaitement raison. Lockheed lui offrit un emploi avant même l'obtention de son diplôme. Il avait 22 ans. En 1943, Johnson était l'ingénieur de recherche en chef de Lockheed et le concepteur principal du P-38 Lightning, l'un des chasseurs américains les plus réussis. Mais il comprenait que l'avenir appartenait aux réacteurs, et cette compréhension le plongerait en conflit direct avec la bureaucratie militaire. Dès 1939, l'ingénieur de Lockheed Nathan Price avait conçu un turboréacteur à flux axial et un chasseur entier autour de celui-ci, le L-133, une configuration radicale à corps et ailes intégrés qui ressemblait à de la science-fiction. Johnson étudia minutieusement les travaux de Price en reconnaissant le potentiel, mais en voyant aussi des problèmes fondamentaux. Il commença ses propres travaux théoriques sur les chasseurs à réaction, remplissant des carnets de calcul. Puis, en mars 1941, le département de la guerre publia une directive. Lockheed devait cesser immédiatement toute recherche sur les moteurs à réaction. Toutes les ressources devaient là se concentrer sur la production du P-38. La directive était sans équivoque.
Lockheed Aircraft Corporation est par la présente ordonné de cesser toutes les activités de recherche et développement liées au système de propulsion à réaction. Cet ordre est absolu et n'admet aucune exception. Johnson obéit à la lettre de la directive. Il cessa de travailler sur les réacteurs pendant les heures officielles. Mais chez lui, pendant son temps personnel, Johnson continua à remplir des carnets avec des conceptions de chasseurs à réaction. Il violait l'esprit des ordres militaires, enfreignait probablement son contrat de travail et dépassait certainement son autorité. Il préparait aussi le moment où l'Amérique aurait désespérément besoin de ce qu'il créait en secret. Au printemps 1943, les renseignements américains avaient des preuves irréfutables que l'Allemagne approchait du déploiement opérationnel de chasseurs à réaction. Les implications étaient stupéfiantes. Les pertes de bombardiers américains au-dessus de l'Allemagne approchaient déjà 10% par mission. Si les réacteurs allemands entraient en service, toute la campagne de bombardement stratégique pourrait devenir impossible. En juin 1943, l'état-major d'Arnold convoqua une réunion d'urgence avec les constructeurs aéronautiques. Les conclusions furent dévastatrices. Bell Aircraft avait produit le XP-59, mais il était si lent qu'il ne pouvait rivaliser avec les chasseurs à hélice existants. Aucune entreprise américaine n'avait de chasseurs à réaction capables au combat en développement. Puis quelqu'un se souvint que Lockheed avait travaillé sur des concepts de réacteurs avant l'arrêt. Un appel téléphonique fut passé à Burbank pour demander s'ils avaient des conceptions disponibles pour examen. L'appel parvint à Hall Ibbard, vice-président de l'ingénierie chez Lockheed. Ibbard hésita. Officiellement, Lockheed n'avait aucune conception de chasseur à réaction. Non officiellement, Kelly Johnson avait toute une armoire remplie de conceptions créées sans autorisation depuis plus de 2 ans. Ibbard fit venir Johnson dans son bureau. « Kelly, as-tu quelque chose sur les réacteurs ?» Johnson sortit 3 carnets remplis de calculs, de dessins et de spécifications pour un chasseur à réaction monoréacteur utilisant un moteur britannique de Havilland Goblin avec une aile droite optimisée pour les vitesses transoniques et constructibles avec des techniques de construction conventionnelles. Ibbard étudia les conceptions pendant 2 heures. Puis, il appela le bureau d'Arnold. « Nous pouvons vous construire un chasseur à réaction en 6 mois. » « C'est impossible. Nos meilleures estimations disent au moins 3 ans. » Ibbard regarda Johnson, qui hocha la tête avec assurance. « Envoyez quelqu'un examiner les conceptions. Nous pouvons avoir un prototype volant dans 180 jours, voire moins. » Le 21 juin 1943, le colonel Ralph Swofford arriva à l'usine Lockheed de Burbank, s'attendant à examiner des concepts préliminaires. Au lieu de cela, Kelly Johnson présenta des plans d'ingénierie complets pour un chasseur à réaction. Pas des croquis de concept, mais des spécifications détaillées, incluant des calculs structurels, l'intégration des systèmes, les données de poids et de centrage, les prédictions de performance et les procédures de fabrication. Swofford était stupéfait. « Depuis combien de temps travaillez-vous là-dessus ?»« 2 ans, admit Johnson. Sur mon temps personnel. On vous a ordonné d'arrêter la recherche sur les réacteurs. » « On m'a ordonné d'arrêter la recherche sur les réacteurs de Lockheed. J'ai poursuivi mes propres recherches en privé. » Swofford étudia les conceptions de Johnson pendant 6 heures d'affilée, posant des questions de plus en plus techniques auxquelles Johnson répondit sans hésitation. Finalement, Swofford dit « Si vous pouvez vraiment construire cela en 180 jours, nous le voulons. Mais pouvez-vous vraiment le faire ?» Johnson le regarda dans les yeux. « Donnez-moi 23 ingénieurs, 30 mécaniciens et pleine autorité. Pas de comité de surveillance, pas de rapport d'avancement, pas de révision bureaucratique. Je vous réponds directement, à personne d'autre. Nous aurons votre prototype en 150 jours. Vous réduisez votre propre estimation de 30 jours. Je suis motivé à prouver le concept. Je n'ai pas l'autorisation pour cet arrangement. Je n'ai même pas de budget. Cela nécessiterait des approbations de plusieurs départements, une revue contractuelle, des appels d'offres. » Johnson l'interrompit. « Alors, oubliez les approbations. Nous commencerons le travail demain. Quand vous aurez les contrats appropriés, nous remplirons la paperasse après coup. Si nous échouons, Lockheed absorbe le coût. »
Ce que Johnson proposait était complètement illégal. Swofford pouvait être traduit en cour martiale pour avoir accepté. Swofford tendit sa main. « Vous avez 150 jours. Livrez le prototype à Muroc pour le 17 novembre. Un jour de retard et le projet est annulé. » Ils se serrèrent la main. Pas de contrat, pas de bon de commande, pas de paperasse. Juste un engagement sur une poignée de main pour construire le premier chasseur à réaction américain en 5 mois, violant tous les règlements d'approvisionnement existants. Johnson avait besoin d'espace immédiatement. L'usine Lockheed fonctionnait à pleine capacité. Chaque mètre carré était dédié à la production du P-38. Johnson ne trouva qu'un seul espace disponible. Un parking adjacent à une usine de plastique qui produisait des composants en utilisant des procédés générant des odeurs véritablement horribles, des solvants chimiques, des résines chauffées et des adhésifs industriels. Johnson loua une tente de cirque usagée, l'érigea sur le parking et la déclara domicile du programme de chasseurs à réaction de Lockheed. La tente mesurait 18 mètres sur 30. Elle fuyait quand il pleuvait, n'offrait aucun contrôle climatique et la puanteur de l'usine de plastique était écrasante. L'un des ingénieurs de Johnson, Irv Culver, était fan de la bande dessinée Lil Abner, qui présentait un lieu mystérieux appelé The Skunk Works. En répondant au téléphone un jour, Culver dit « Skunk Works, Culver à l'appareil ». Le nom resta, plus tard modifié en Skunk Works, pour éviter des problèmes de droit d'auteur. Les conditions de travail étaient cauchemardesques, mais Johnson les adorait. Les conditions misérables tenaient les bureaucrates à distance. Aucun comité de surveillance militaire ne voulait visiter la tente puante. Aucun cadre d'entreprise ne voulait inspecter l'avancement dans une chaleur de 40 degrés Celsius. Johnson et son équipe pouvaient travailler sans interférence. Johnson sélectionna personnellement son équipe en débauchant des gens d'autres programmes de Lockheed. Son argument de recrutement était simple. Nous construisons un chasseur à réaction en 150 jours. Nous travaillons dans une tente de cirque à côté d'une usine qui sent la mort. Vous travaillerez 10 heures par jour, 6 jours par semaine, 100 heures supplémentaires payées. Il n'y a pas de contrat. Donc, si nous échouons, nous sommes tous virés. Qui est partant ? 28 personnes se portèrent de volontaires immédiatement. Johnson établit sa philosophie dès le premier jour. Nous allons construire cet avion plus vite que quiconque ne le pense possible. Cela signifie pas de comité, pas de rapport d'avancement, pas de révision bureaucratique. Chaque personne ici a l'autorité de prendre des décisions dans son domaine. Si vous voyez un problème, vous le réglez. Nous ne rendons de compte à personne, sauf au colonel Swofford. Et nous rendons des comptes avec des résultats, pas des excuses. C'était chaotique. C'était illégal. Cela fonctionna. Le travail commença le 26 juin 1943. L'équipe de Johnson fit face à des défis qui auraient arrêté des programmes conventionnels. Premier problème, ils n'avaient pas de moteur. Les Britanniques avaient promis 2 moteurs de Havilland Goblin, mais ils étaient encore en Angleterre. Johnson dut concevoir l'avion entier sur la base de spécifications sur plan. C'était de la folie. Comment concevoir des supports de moteur sans le moteur réel ? Johnson résolut cela avec les mathématiques. Il calcula chaque dimension à partir des spécifications, conçut des systèmes de montage avec flexibilité pour accommoder des variations et construisit la cellule en supposant que les plans étaient précis. Quand le premier Gobelin arriva en août, il s'ajusta parfaitement. Quand le second arriva 3 semaines plus tard, l'équipe de Johnson l'installa en 18 heures. Deuxième problème, personne n'avait jamais construit d'avion à réaction. Le XP-80 utilisait des technologies qui n'existaient pas dans les chasseurs conventionnels. La solution de Johnson ? L'expérimentation continue. L'équipe construisait des composants, les testait, les modifiait et les reconstruisait jusqu'à ce qu'ils fonctionnent. Un problème critique faillit détruire le programme. Pendant des essais moteurs au sol, les conduits d'admission d'air implosèrent soudainement, s'effondrant vers l'intérieur et envoyant des débris à travers le moteur, le détruisant complètement. Ils avaient perdu un de leurs 2 moteurs. Aucun remplacement disponible. Johnson redessina personnellement les conduits d'admission en 36 heures, les renforçant tout en maintenant le profil aérodynamique. Il ne pouvait pas tester la conception. Il n'avait pas de moteur de rechange à risquer. Quand ils installèrent le moteur restant,
et le firent tourner à pleine puissance, les conduits renforcés tinrent parfaitement. Troisième problème. Tout prenait plus de temps que prévu. En octobre, ils avaient 3 semaines de retard avec 6 semaines restantes. Manquer la date limite signifiait l'annulation du projet. Johnson redoubla d'efforts. L'équipe passa à des semaines de travail de 7 jours. Johnson travailla personnellement 16 heures par jour, résolvant des problèmes en temps réel, prenant des décisions instantanées qui auraient normalement nécessité des semaines de revue par un comité. Le 8 novembre, le XP-80 achevé fut sorti de la tente de cirque. Élégant dans sa simplicité, un fuselage en forme de balle avec des ailes droites, des prises d'air à la racine des ailes et un seul turboréacteur. Il semblait rapide à l'arrêt. Ils avaient raté leur date limite interne de 8 jours, mais étaient toujours 7 jours en avance sur celle de Swofford. Le prototype fut transporté à la base aérienne de Muroc pour les essais en vol. Le XP-80 avait été conçu et construit en exactement 143 jours, le programme de développement d'avion le plus rapide de l'histoire de l'aviation. Le 8 janvier 1944, le pilote d'essai Milo Burcham monta dans le cockpit du Lulu-Bell à Muroc. Burcham était l'un des pilotes d'essai les plus expérimentés de Lockheed, mais il n'avait jamais piloté de jet. Personne en Amérique n'avait jamais piloté quelque chose comme le XP-80. Johnson le briefa, « Les commandes seront extrêmement sensibles. Nous avons un rapport de 15-1 sur les ailerons. De petites entrées produiront de grandes réponses. Soyez doux. » Burcham appliqua pleine puissance et relâcha les freins. Le XP-80 accéléra régulièrement et décolla après moins de 600 mètres. Burcham monta à 300 mètres, testa les commandes et réalisa immédiatement que quelque chose n'allait pas. L'avion était sauvagement trop sensible. 5 minutes après le décollage, il atterrit. « C'est trop sensible », rapporta Burch. « Les commandes ont besoin d'une refonte complète. » Johnson examina les données et secoua la tête. « L'avion est bon. Vous le surcontrôlez. Cet avion répond à des effleurements, pas à de la force. » Burcham vola à nouveau le lendemain. Cette fois, il traita les commandes comme des instruments délicats. Le XP-80 répondit magnifiquement. Il accéléra à 650 km/h, puis 720, puis 790. Lors de son 3e vol, Burcham poussa le XP-80 à 808 km/h en palier, faisant de lui le premier avion américain à dépasser 800 km/h. L'ère de l'aviation à réaction américaine avait commencé. Dès mars 1944, le XP-80 avait prouvé que ses performances dépassaient tous les chasseurs américains en service. Vitesse maximale, 900 km/h. Plafond opérationnel, 14 000 mètres. Taux de montée, 14 000 mètres par minute. Révolutionnaire. Le général Arnold ordonna la production à grande échelle. Lockheed reçut des contrats pour 13 avions d'essais opérationnels, puis des commandes pour 1000 P-80 de production. Mais un détail hantait les responsables des approvisionnements. Le contrat officiel n'arriva à Lockheed que le 16 octobre 1943, 4 mois après le début des travaux et près d'1 mois avant l'achèvement du prototype. C'était sans précédent. Les contrats précédaient toujours le travail. Le programme XP-80 avait inversé tout le processus. Construire d'abord, autoriser ensuite. Des comités du Congrès posèrent des questions directes sur les dépenses non autorisées. La réponse d'Arnold mit effectivement fin à l'enquête. Ils ont construit le meilleur chasseur d'Amérique en 143 jours, tout en ne suivant pratiquement aucune réglementation. Peut-être que le problème n'est pas leur méthode. Peut-être que le problème, ce sont nos règlements. Le P-80 Shooting Star manqua la Seconde Guerre mondiale. Les premiers avions opérationnels n'atteignirent les unités de combat qu'après la capitulation de l'Allemagne. Le chasseur à réaction construit en réponse à la menace du ME-262 n'affronta jamais son homologue allemand. Mais le véritable héritage du P-80 n'était pas son palmarès de combat, c'était le Skunk Works. La tente de cirque devint le berceau de l'innovation systématique. Johnson formalisa les approches qui avaient fonctionné en les 14 règles de Kelly, des principes qui guideraient le développement avancé de Lockheed pendant des décennies. La philosophie était révolutionnaire.
L'innovation prospère lorsque des personnes intelligentes reçoivent de l'autorité, de la confiance et la liberté des lourdeurs bureaucratiques. Le Skunk Works produisit l'avion espion U-2, le SR-71 Blackbird atteignant Mach 3,2, le chasseur furtif F-117 Nighthawk et le F-22 Raptor. Chacun repoussa les limites de l'ingénierie. Chacun pouvait retracer sa lignée jusqu'à la tente de cirque de Johnson et sa volonté de violer les règlements au service des résultats. L'histoire du P-80 soulève des questions inconfortables sur l'innovation, l'autorité et les règles. Kelly Johnson viola des ordres militaires directs en poursuivant la recherche sur les réacteurs. Il engagea les ressources de Lockheed dans un projet non autorisé. Il commença les travaux sans contrat. Il ignora les règlements d'approvisionnement conçus pour assurer l'équité et prévenir le gaspillage. Selon les métriques conventionnelles, les actions de Johnson constituaient de l'insubordination, voire de la fraude. Pourtant, ces travaux non autorisés produisirent exactement ce dont l'Amérique avait besoin au moment précis où elle en avait besoin. La contradiction est profonde. Les règles existaient pour de bonnes raisons. Mais les suivre aurait signifié aucun chasseur à réaction américain avant des années, trop tard. Johnson comprenait quelque chose de fondamental. Les règles sont des outils pour atteindre des objectifs, pas des objectifs en eux-mêmes. Quand les règles entravent des objectifs essentiels, le choix n'est pas entre suivre les règles ou le chaos. Le choix est entre une adhésion rigide aux procédures et l'accomplissement de ce qui importe. Johnson n'était pas un rebelle contre toute autorité. Il était un rebelle contre l'autorité qui obstruait l'excellence. Il ignorait les règles qui empêchaient de résoudre les problèmes, mais maintenait des standards rigoureux de qualité technique. Cette distinction est cruciale. En 1990, Kelly Johnson mourut à l'âge de 80 ans, après avoir conçu plus de 40 avions et reçu toutes les récompenses majeures en aviation, dont la Medal of Freedom. Dans une interview de 1985, Johnson réfléchit « Nous avons prouvé que vous n'avez pas besoin d'équipes énormes, de budgets massifs et d'années de développement pour créer une technologie de rupture. Vous avez besoin de personnes talentueuses qui comprennent le problème, de l'autorité pour prendre des décisions et de la liberté face aux interférences bureaucratiques. Donnez à des personnes intelligentes ces trois choses et elles accompliront des miracles. » L'intervieweur demanda « Mais vous avez violé les règlements. N'est-ce pas dangereux à recommander ?» Johnson sourit. « J'ai violé les règlements qui empêchèrent de résoudre les problèmes. J'ai maintenu les standards qui assuraient la qualité. Il y a une différence. Le programme P-80 a réussi parce que nous étions prêts à ignorer les premiers tout en maintenant les seconds. Alors, les gens devraient enfreindre les règles chaque fois qu'ils pensent avoir raison? Non. Les gens devraient comprendre quelles règles servent des objectifs essentiels et lesquelles ne servent qu'à la commodité bureaucratique. Ensuite, ils devraient être prêts à en assumer les conséquences pour avoir agi selon cette compréhension. J'ai risqué ma carrière sur le P-80. S'il avait échoué, j'aurais été viré, peut-être poursuivi. Mais je croyais que la mission comptait plus que ma carrière. Ce n'est pas de la rébellion, c'est de la responsabilité. Aujourd'hui, plus de 150 P-80/F-80 Shooting Star survivent dans des musées à travers le monde. Mais l'héritage du Shooting Star s'étend bien au-delà des expositions muséales. Le SR-71 Blackbird, toujours l'avion habité le plus rapide au monde. Le F-117 Nighthawk, le premier chasseur furtif. L'avion espion U-2 qui aida à prévenir la guerre nucléaire. Chacun est issu des équipes du Skunk Works suivant l'approche de Kelly. La tente de cirque a disparu depuis longtemps. L'usine de Burbank a été réaménagée, mais la philosophie survit. Quand les entreprises aérospatiales modernes font face à des défis apparemment impossibles, quand les délais semblent trop courts, les exigences trop contraignantes, elles se tournent vers le modèle du Skunk Works. Elles demandent: pouvons-nous assembler une petite équipe, lui donner l'autorité, supprimer les obstacles bureaucratiques et lui faire confiance pour livrer? Parfois, la réponse est non. Mais parfois, quand une innovation de rupture est nécessaire, la réponse est oui. Et quand les organisations ont le courage de dire oui, des miracles se produisent.
Exactement comme ils se sont produits en 1943, quand un ingénieur à qui on avait ordonné d'arrêter de travailler sur les réacteurs conçut le premier chasseur à réaction américain dans des carnets remplis pendant des travaux non autorisés sur son temps personnel. La rébellion technique de Kelly Johnson créa les fondations de l'aviation à réaction américaine. Son accord illégal sur une poignée de main produisit un avion en 143 jours que les programmes conventionnels n'auraient pas pu livrer en 3 ans. Le P-80, Shooting Star, prouva que parfois, les règles sont des obstacles à surmonter, pas des commandements à obéir. Que parfois, un seul ingénieur travaillant sans autorisation dans une tente de cirque à côté d'une usine qui sent la mort peut changer le cours de l'histoire.